Tout à l'heure, mon collègue à ma gauche disait que élaborer de loi est une initiative concurrente. La loi référendaire, d'abord, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle loi référendaire et loi sur le référendum. Ce qui a été discuté à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur les référendums. C'est les lois qui sortent des référendums qu'on appelle loi référendaire pour éviter toute confusion, première chose. Deuxième chose, le référendum, il ne faut pas comprendre les référendums comme une initiative ne concernant que seule la Constitution. Nous avons l'article 5, tel que mentionné tout à l'heure par mon collègue, qui reconnaît le constituant établi le besoin justement à des intervalles réguliers de recourir à la population. Vous voyez par exemple, aujourd'hui on peut décider, on dit en RDC, on doit faire un référendum si oui ou non on accepte la polygamie ou le mariage homosexuel. Je donne un exemple. Pour y arriver, il faut qu'il existe une loi qui puisse l'encadrer. Donc il faut peut-être regarder la question dans sa globalité et ne pas la singulariser, premièrement. Deuxièmement, c'est une initiative qui a été portée par un parlementaire. Il est bien séant que pour nous, membres du gouvernement, généralement, de ne pas nous immiscer dans les activités qui se font au niveau du Parlement. C'est l'honorable, je crois, Paul Gaspard Ngondankoy qui a porté la proposition de loi. L'Assemblée nationale a son calendrier, ils conviennent. Nous avons évidemment une forme de collaboration, mais nous ne pouvons pas interférer ou mettre à mal les initiatives parlementaires. Pour autant, par exemple, sur la loi sur le référendum, le président de la République, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus, a dit, avant promulgation, on va écouter l'avis de la Cour. Et donc, ici, je ne pourrais pas en dire plus parce que justement, c'est une initiative qui vient d'un député national, c'est une proposition de loi, et l'Assemblée nationale qui, elle aussi, dispose de son agenda au niveau du Parlement, c'est elle qui a fixé les questions. Alors, pour revenir à la question posée tout à l'heure par notre ami Njoli, d'abord, je ne sais pas si je dois les dire ou pas, mais je crois que nous collaborons de manière étroite avec Ebouteli et pas le groupe d'études sur le Congo, comme dit tout à l'heure, à la fois pour Talatala, qui fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi sur l'initiative pour laquelle nous sommes déplacés aujourd'hui, l'Andila. Et d'ailleurs, il faut faire attention, parce que nous, on risque d'avoir de points d'accrochage avec eux. Je vous donne un exemple, accrochage pas forcément au sens péjoratif du terme. Tout à l'heure, notre ami Étienne parle de 14, les conseillers principaux de la primature parlent de 12, et donc à un moment donné, ils ne sont pas là pour faire la promotion de ce que nous faisons, ils sont là pour dire ce que nous faisons par rapport à ce qu'on a promis. Et ici, nous comme gouvernement, je crois que c'est peut-être une marque de différence, nous sommes redevables. Je crois que nous nous organisons pour que tous les comptes rendus soient publics et ce sont les comptes rendus du gouvernement qui servent des outils de recherche. Vous avez suivi les références qui ont été faites ici par M. Itiel le 20 février 2026 et tout ce rappel que la Première ministre ou le Président de la République a fait. Nous partons de postulat que la redevabilité dont on parle, ce n'est pas simplement le fait de le dire, c'est le fait de le montrer. Et je pense que ma présence, la présence de mon collègue Mineta ou la présence de la vice-ministre de l'Intérieur qui représentait les VPN est aussi une preuve de cette disponibilité pour nous de dialoguer avec vous sur ce que nous faisons pour vous ou pour faire avancer la communauté. Alors, sur les questions de maman Lusengue, d'abord, il faut qu'on arrive à nous regarder un peu parfois dans les yeux quand on aborde les questions qui concernent la RDC. Tout à l'heure, comme une boutade, le Mineta insistait payer les impôts, payer les impôts, payer les impôts. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force d'un État, c'est la force de ses citoyens. Bon, on ne va pas rentrer dans
l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est l'État qui doit payer ou c'est les citoyens qui doivent cotiser. Mais il est un fait que notre État gagnerait davantage si nous nous organisons comme citoyens pour que progressivement nous puissions répondre aux préoccupations qui sont les nôtres ou aux besoins du pays. Deuxièmement, nous n'avons pas la prétention, en tout cas autour du président Tshisekedi, de dire que nous allons régler tous les problèmes des Congolais en même temps. Ce n'est pas en 5 ans ou en 10 ans ou en 15 ans qu'on rattrape ce qui n'a pas été fait durant de longues années. Mais nous avons suffisamment de volonté politique pour permettre aux Congolais de voir qu'il y a une direction, que les pays avancent positivement sur plusieurs points. Je vous donne un exemple, parce qu'on parlait des constitutions tout à l'heure. La difficulté qu'il y a lorsqu'on parle par exemple du sujet de la constitution, c'est qu'on veut d'abord la personnaliser. On force les débats. Aujourd'hui, on a besoin de réfléchir comme État sur la possibilité pour nous de rendre l'État plus efficace. Je vous donne un exemple. Monsieur Etienne, ici à ma gauche, il est aussi expert électoral. Si nous devons appliquer, par exemple, les dispositions constitutionnelles relatives aux élections, toutes au niveau local, on aura peut-être entre 8 000 ou 9 000 élus sur les pays. Dites-moi, est-ce que les pays ont les capacités de prendre en charge tous ces personnels? Parce que dans notre constitution, parfois, c'est une constitution qui donne des prévisions. Je vais arriver, parce que la constitution, c'est la loi mère, je vais descendre sur les questions des lois dont on parle et qu'on adopte. Et donc, quand on revient sur la constitution, je vous donne l'exemple de la gratuité de l'enseignement, prévu dans la constitution promulguée le 18 février 2006. C'est le président Tshisekedi qui, en 2019, prend le courage, malgré la résistance de l'Église. Il dit, on va le mettre en mouvement. Il y a eu des résistances, mais aujourd'hui, on en parle peu. Je vous donne encore un autre exemple. 40% des retenus à la source. Mais, maman Julienne, la RDC compte 26 provinces. Mais si nous devons compter les provinces qui contribuent effectivement au budget de l'État, on ne peut en compter que peut-être 4. Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba et Congo central. Je compte même plus les Nord Kivu parce qu'avec l'occupation, elle ne contribue plus autant qu'elle contribuait parce que là aussi c'était... Et donc si nous devons pour la disposition de 40% à la retenue, si on doit l'appliquer strictement, il y a des provinces qui disparaîtront parce qu'elles ne seront même pas en mesure de prendre en charge les besoins principaux reconnus aux provinces, la santé, l'éducation, l'agriculture. Pour finir maintenant sur la loi, les faits précèdent les lois. Aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, pour parler de la corruption, les Mineta y reviendra, ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore suffisamment des policiers ou des services qui sont pleinement ou suffisamment bien payés que nous ne pouvons pas avoir la loi qui nous permet de lutter contre la corruption. La loi, c'est les cadres. Mais le cadre, lorsqu'on le prépare, il faut qu'on se donne aussi de moyens qui nous permettent d'assurer l'application effective de la loi. C'est peut-être là la difficulté que nous avons, parce que parfois, j'ai parlé même de la Constitution qui a des lois mères, donc on peut adopter des lois, mais la réalité ou le contexte ne permet pas pleinement à cette loi d'être appliquée. Je termine en vous donnant l'exemple de la loi Mouyaya, la loi qu'on a adoptée pour les secteurs des médias. Dans cette loi, nous avons, article 114, je pense, prescrit que aucun journaliste ne peut être arrêté pour un article qu'il a publié si la personne incriminée ne fait pas d'abord de droit de réponse. Mais vous avez vu qu'il y a des journalistes qui ont été interpellés alors que les personnes ou les juridictions qui les interpellent n'ont pas pris connaissance de la loi. Et pourtant, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Je ne ferai pas les procès de nos amis les magistrats, mais il y a un chemin. Nous, on a fait la loi et aujourd'hui, nous travaillons avec le ministre d'État, ministre de la Justice, pour qu'avec
la magistrature, nous puissions nous réunir pour que tous les magistrats soient au courant de la loi et de ce que la loi prévoit. Donc, il ne suffit pas de faire les lois, il faut se donner les moyens et les capacités pour que ces lois puissent être d'application et puissent produire pleinement leurs effets. Voilà, merci.